Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous savoir fidèles au rendez-vous. Regroupement politique autour de Patrice Talon, les trois blocs annoncés pour fédérer les énergies et mener la bataille des prochaines joutes électorales ne semblent plus avoir les coups de franche pour ensemble se concentrer essentiellement sur l'urgence en vue, les législatives de 2019. Le défi pour l'heure serait à une stabilité interne âprement recherchée. Plus de semaines qu'un bloc politique ne paie des membres au détriment d'un autre. Des mouvements de crochet récurrents auxquels s'ajoute désormais la création presque à tout va de nouvelles formations politiques acquises à la cause du chef de l'État. Tout ceci au nez et à la barbe du chef de l'exécutif qui observe silencieux et d'un regard, dit-on, presque amusant. Transhumance politique, création tous azimuts de partis politiques en soutien au régime Talon. Stratégique ou déjà à rude épreuve la cohésion du bloc de la majorité. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et en compagnie d'Élisée Ribet-Label-Ladovi, écrivain, il est journaliste internationaliste. Élisée Ribet-Label-Ladovi, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. En face de vous, pour nous accompagner durant ces 45 minutes, le coach en politique de développement et gestion de crise, Patrick Amanpoyon. L'homme n'est plus à présenter. Patrick Amanpoyon, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Des nuages noirs dans le ciel, des trois blocs politiques supposés porter la vision du chef de l'État, c'est le moins qu'on puisse dire au regard des derniers développements de l'actualité. Tenez, le PRD perd de plus en plus de ses militants, des militants au profit récemment de l'AND. Pourtant, formation politique présidentielle, dit-on, en tout cas acquise à la cause du chef de l'État, au même titre que le PRD. Celui-ci n'échappe plus à personne. À quoi riment ces scènes dignes de véritables tacles politiques? Je voulais vous demander, Élisée Ribet-Label-Ladovi. Mais je pense que la réponse est toute simple. Nous sommes dans un pays qui n'est indépendant que depuis 1960. Et quelle indépendance encore? Et jusque-là, on est en train de rechercher un modèle qui soit à même de porter les aspirations qui sont les nôtres. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit l'architecture politique, que ce soit l'architecture administrative, qui est là jusqu'à présent, est ce qui a été laissé par le colonisateur. Ne vous y trompez pas. Ce qui fait que justement, même quand on est passé dans les années 90 avec la conférence de Bâle, tout ça, où il a été demandé justement aux pays, notamment francophones, de passer à la démocratie qu'on nous a imposée presque, on s'est retrouvé à penser que il faut laisser tout le monde créer son parti parce qu'il y avait le libéralisme intégral. Mais aujourd'hui, on peut faire le constat que c'est compliqué. C'est compliqué parce que, justement, nous avons un système que nous gérons et qui ne répond pas à nos réalités. Et donc, aller en politique, c'est juste se mettre ensemble avec un leader qui gère l'ensemble, alors que normalement les partisans devraient cotiser, en tout cas les principaux acteurs devraient cotiser. Et donc, dans ce schéma-là, ne soyez pas surpris qu'on se retrouve en 2018 avec la situation que vous décrivez, parce que nous sommes toujours en marche. Et on est toujours en marche, mais Ribet-Label-Ladovi, on suit tous, comme vous l'avez dit, un leader. Et on sait que sur les bords, nos obligations, nous n'arrivons pas forcément à y faire face. Mais lorsqu'on est ensemble déjà avec un leader, même si on appartient à différents regroupements, qu'est-ce qui peut pousser encore à quitter, alors que Jacques sait que son mentor, Pierre, au même titre que Robert, sont ensemble avec le même homme et on se tire entre les pattes. Ah, mais c'est la guerre des intérêts et des positionnements. Et vous n'ignorez pas que nous sommes actuellement à quelques mois des législatives et que dans ce sens-là, on peut être amené dans la politique qui est la nôtre et un peu dans la sous-région, on peut être amené parce que ce n'est pas des idéaux qui sont à la base.
de ces formations politiques, on peut être amené alors à aller vers celui qu'on pense mieux positionné, même si tout le monde est autour d'un chef. Et ici, il s'agit du chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon. Oui, Patrice Athanas Guillaume Talon, que tous accompagnent pour ce que nous sommes en train de décrire, Patrick Amampouyon. Mais là-dessus, est-ce qu'on ne fait pas un peu trop mal en optant pour des stratégies qui, à l'arrivée, peuvent desservir celui qu'on compte servir? Patrick Amampouyon. Au fait, d'abord, pourquoi les chefs d'État africains n'aiment pas se retirer? Parce que la seule chose comme dénominateur commun de tous ceux qui les supportent, c'est le leader. C'est la seule chose. C'est-à-dire, on est ensemble avec Patrice Talon, est différent de nous sommes nous ensemble. Donc, à partir de cet instant, chacun fait en sorte que dans le rapport avec le chef, il ait plus de poids, il ait plus de considération, il soit plus soutenu. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est normal que les trucs bougent et c'est normal que le chef d'État ne s'en mêle pas. Parce que c'est pas mesquin, c'est pas chose là, mais c'est normal que les rapports de force se mettent en place afin que lui, il puisse traiter avec celui qui lui offre la meilleure possibilité de garder la majorité présidentielle. Donc, c'est de bonne guerre, c'est ça la politique. Et donc, si des gens arrivent à perdre des militants, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de jouer comme il faut. Ils doivent revoir leur stratégie pour pouvoir jouer comme il faut. Parlant des 3 blocs en question, au niveau desquels on sent ces déplacements de pions qui interpellent, il faut constater que le bloc qui semble être plus éprouvé, c'est bien le PRD. Or, le PRD, avec son mentor, joue aujourd'hui un rôle plus que déterminant dans les options et surtout au regard de certaines réformes du chef de l'État. Qu'on quitte par exemple le PRD pour aller à l'AND du ministre que vous connaissez pour ce portefeuille qui pour certains n'est pas si stratégique que ça, mais qu'on quitte aussi le PRD pour aller vers une formation d'un supposé proche du chef. Est-ce que ça se comprend? Ah oui, ça se comprend. Pourquoi? Au fait, le PRD soutient le régime. Oui. Mais à quel prix? Est-ce que le régime est prêt, après les législatives, à payer aussi cher le soutien du PRD? Sinon, le régime a intérêt à ce que le PRD n'ait pas ce poids élevé aux prochaines élections. Et ça, c'est de bonne guerre. Le PRD doit faire en sorte d'avoir ce poids afin de marchander aussi ce poids. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe c'est normal dans une démocratie qui ait ces pressions. Vous savez, en France, donc, comme il a dit, nous avons hérité de ça. Vous savez, en France aussi, que le Parti socialiste a perdu plein de membres allant vers la majorité présidentielle. D'autres ont quitté le Parti républicain et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des retours qui sont en train de se préparer parce qu'on se rend compte que les choses commencent par s'effriter, les partis qu'on a quittés risquent de reprendre la main. C'est ça la politique. Seulement, il faut le faire en jouant 4 sur table. Parce que quand on le joue tel que ça se joue, ça donne l'impression que c'est malsain, c'est ceci, parce qu'on n'arrive pas à jouer 4 sur table. Vous savez, dans des pays que nous avons fréquentés, le gars te quitte et il te salue le lendemain et vous riez ensemble. Vous prenez par exemple le président Romanegbe, il était le médecin du président Akwiti jusqu'à sa mort, alors que les deux se sont donné des coups politiques terribles, parce qu'ils ne mélangent pas politique et amitié. Ils sont amis, mais le jeu politique, c'est un jeu d'intérêt. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les intérêts des uns et des autres vont être sauvegardés. Vous savez, le terrain politique, c'est un terrain de vie ou de mort. Alors, si vous faites du sentimentalisme et que vous ne travaillez pas sur le plan statique, sur le plan stratégique, pour garantir votre réélection en tant que député, parce que si vous vous rendez compte que tel que votre parti, les alliances que votre parti fait, défavorisent votre positionnement dans votre région, il va falloir revoir un positionnement pour pouvoir avoir chose là. Donc, le chef de l'État sait très bien qu'il n'a pas intérêt à avoir les mêmes rapports de force à l'Assemblée qu'il a aujourd'hui. Ça ne l'arrange pas comme ça. Ça l'arrange d'avoir des proches, des fidèles, des va-t-en-guerre, des fous du roi comme au Parlement. Mais s'il doit avoir des fous du roi, il faut une reconfiguration du paysage politique. Et lui n'a pas demandé, mais ça se fait. Si ça l'arrange, il va prendre. Oui, et Bella Djovi, et je l'ai souligné tout à l'heure, coach pourrions expliquer un peu la posture, peut-être vous l'avez suivi tout à l'heure, mais le PRD reste quand même l'une des figures phares de la politique béninoise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'il en ait à perdre des plumes, pas des moindres, mais pas pour l'opposition, mais pour la même rivière. Est-ce qu'il y a vraiment des données qui pourraient l'expliquer?
Ah, mais bien entendu. Vous savez, en toute chose, on règle les comptes. Lorsque vous avez des passifs, il faut les solder. Et donc, dans ce sens-là, vous savez que le PRD en lui-même a toujours joué à ce jeu. Depuis le président Soglo, en passant par le général Mathieu Kérékou, pour arriver à Boni Yayi, et à aujourd'hui. Et vous savez très bien que le PRD, notamment Maître Adrien Mbedi, n'a pas soutenu le candidat Patrice Athanas Guillaume Talon, et que ce sont des circonstances qui leur permettent aujourd'hui d'être ensemble. Mais dans cet ensemble-là, comprenez également que si vous prenez la zone d'influence du PRD, notamment à Papa jusqu'à Porto Novo, et dans une bonne partie de l'Ouémé, qu'il y a d'autres forces aujourd'hui qui interviennent sur le terrain. Est-ce que pour le chef de l'État, je ne veux pas dire que c'est lui-même qui impulse cette révolution de l'intérieur ou cette révolution de velours, mais il est que ceux qui sont dans les différents blocs, et notamment dans le PRD, s'ils se retrouvent dans une situation qu'ils se disent que par rapport aux législatives qui sont dans quelques mois, ce n'est pas évident d'être dans le PRD et pouvoir s'en sortir, alors ils vont se chercher. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le PRD, il faut aller questionner l'histoire de ce parti et savoir aussi, on l'a dit dès l'entame de cette émission, que un parti, jusque-là, c'est d'abord le leader. Et le leader ici, c'est Maître Adrien Mbedi, qui est, qu'on le veuille ou non, je ne veux pas dire qu'il est au soir de sa vie politique, mais en tout cas, il est dans le déclin. Et l'âge et tout le reste à mettre ensemble. Donc, dans ces conditions, chacun commence à se chercher jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'architecture des formations politiques tel que ça devrait être. Donc, ne soyez pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Chacun se positionne par rapport à ses intérêts là où il doit être pour renouveler notamment son mandat au Parlement ou alors aller pour la première fois au Parlement. Donc, il faut comprendre cela. Je pense que ça a été toujours, s'il peut y avoir une idéologie dans nos partis politiques, c'est cela qui a toujours dirigé nos partis politiques. Donc, que les gens fassent ainsi, ça ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas surprendre. Mais ici, oui, comme nous l'avons souligné, il s'agit de la même direction, du même vent, pour nous répéter, mais aussi une idée maîtresse du départ, pouvoir avoir des regroupements forts pour accompagner la vision politique du chef. 3 grands blocs étaient au départ annoncés et autour desquels devraient se retrouver les autres groupes. Mais en filigrane, vous voyez déjà sorti comme de terre un champignon, une coalition, Bénin en route, mais qui au fil des jours, si hier on l'a banalisé, semble, Patrick Amampoyon, prendre du poil de la bête. Et en son sein, on y voit des adhésions, mais pas des moindres. Et là aussi, un silence, et que vous expliquez tout à l'heure qu'on peut comprendre, du chef. Ils se disent avoir la caution du chef, et pas qu'au niveau d'une seule localité, on les voit étendre leurs tentacules presque un peu partout sur le territoire national. Et ces 3 blocs évolue aussi, tel on l'observe. Et c'est stratégique, cette démarche? Ah oui, parce que vous voyez, vous parlez de blocs qui n'étaient pas avec le chef de l'État avant qu'il n'arrive au pouvoir pour l'essentiel. Vous croyez que c'est avec ça que le chef de l'État va être en sécurité? Ces 3 blocs composés de grandes figures de la politique béninoise, oui, ne confèrent-ils pas suffisamment déjà la sécurité au chef? Non. 3 blocs qui n'étaient pas pour la plupart avec lui quand il gagnait les élections. C'est vrai, donc, c'est de cela qu'il est question. Donc, ceux qui sont en train de bouger maintenant sont ceux qui étaient avec lui au moment où il gagnait les élections. Donc, plus de personnes de confiance que ces blocs dont vous êtes en train de parler. Première chose. Deuxième chose, on connaît comment ces blocs-là changent de camp. En fonction des circonstances, en fonction des mouvements du vent. Donc, le chef se dit, à défaut, je travaillerai avec ces blocs. Mais si les jeux de chaises musicales peuvent me permettre d'avoir mes propres collaborateurs de première heure aux commandes du prochain Parlement, le chef de l'État préférerait largement cela. Donc, c'est de bonne guerre. Maintenant, ce n'est pas dit que ça va marcher. Ce n'est pas dit que le chef de l'État va les soutenir contre les autres blocs.
il appréciera en son temps. Donc, en politique, on ne dort pas sur ses lauriers en disant j'ai le soutien du chef, j'ai le soutien du chef. Il faut travailler. Tout le monde n'a qu'à travailler. Tout le monde n'a qu'à faire preuve de stratégie. Tout le monde n'a qu'à grossir. Et en fonction de circonstances, le chef d'État va se décider. Voilà de quoi il s'agit. Il avait la devise, oui, le petit poussin, comme on l'a appelé au départ, coalition Bénin, en route. Certains les ont qualifiés même de plaisantins. Aujourd'hui, il paraît que ça fait plutôt peur. Ah, mais de toutes les manières, vous le savez bien, Patrick Armand-Poyon le disait il y a un instant, effectivement, ceux qui sont avec le chef de l'État aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des ouvriers, comme on l'a dit, de la 36e heure ou si on peut trouver d'autres heures. Donc, vous savez très bien que ce sont des hommes politiques qui ont animé la vie politique jusque-là. Et s'il y a eu l'expression de rupture, ça voudra dire que jusque-là, ce qui était fait, en tout cas, même si ce n'est pas mauvais, ce n'est pas très bon. Et dans ces conditions, je suis convaincu que celui qui porte ce label de rupture désire bien qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Et donc, dans ce sens, à quel prix ces députés aujourd'hui, qui étaient avec le président Boni hier et qui sont devenus des partisans acharnés du président Patrice Athanase Guillaume Talon aujourd'hui, à quel prix ils sont avec lui? Est-ce que ce n'est pas toujours le jeu des intérêts? Et donc, dans ce sens, jusqu'à quel point il peut avoir confiance en eux? Tout cela peut faire comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui ont été avec lui dès le début, qu'il ait, et c'est naturel, c'est humain, qu'il ait l'ambition d'aller loin avec eux. Mais comme nous sommes en politique, il faut que les uns et les autres montent leurs cartes, que les cartes soient redistribuées et à l'heure du bilan, on verra bien. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Encore qu'il est évident qu'au niveau de la base, je ne veux pas parler au nom de la population, mais de toutes les manières, le peuple est fatigué d'hommes politiques, quel que soit leur positionnement, qui, a priori, ne travaillent pas pour le bien commun. On a besoin de routes, on a besoin de pistes rurales, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin que nos enfants aillent à l'école, on a besoin de pouvoir manger au moins 2 fois. Nous sommes des privilégiés, mais quand on voit nos parents dans les villages, dans nos campagnes, on a besoin que les choses changent. Et l'opinion générale de la population, c'est que les gens vont au Parlement, les gens vont au gouvernement, les gens vont à des postes politiques pour se remplir les poches et pour envoyer leurs enfants étudier au dehors pour revenir les dominer demain, les gouverner demain. Et les gens ne sont pas d'accord pour ça. Donc, le peuple a besoin aujourd'hui que, même s'il n'y a pas de génération spontanée, qu'il y ait quand même un grand renouvellement de la classe politique et qu'on ait des gens, on ne sait pas si c'est ce qui va se passer, en tout cas qu'on ait de plus en plus de gens qui sont portés par l'intérêt général, qui ont le sens de l'État. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là que tout ce qui se passe aujourd'hui se produit? De toutes les manières, même si c'est sur des intérêts personnels, quand il y aura quand même un certain, avec ce chamboulement, on arrivera à un résultat progressivement qui va tendre vers ce que le peuple désire. À ce phénomène, en tout cas, qu'on observe actuellement, s'ajoute un autre, hier très attentif, observateur, peut-on dire, directeur à divers niveaux, ministres, désormais ont décidé aussi de se lancer dans la danse. À la création des formations politiques disant soutenir le chef de l'État, c'est plutôt ces figures fortes de la gouvernance Talon qui ont bouché la trompette de formations se réclamant porter l'idéal Talon sans s'associer à ces regroupements existants déjà. Je me retourne vers vous, Patrick Armand-Poyon. Vous avez sans nul doute observé le phénomène dont nous parlons et déjà avec des adhésions. Je citerai au passage le directeur des transports publics qu'on a connu dans une autre vie de syndicaliste qui est désormais devenu acteur politique mais avec beaucoup d'admirateurs déjà. Oui, au fait, vous savez, il faut simplement faire un tour à la présidence du Bénin et voir comment les collaborateurs du chef de l'État se tirent dans les pattes pour comprendre que c'est normal. C'est normal que, au fait,
Les gens sont soi-disant... C'est aussi la vitalité politique. Oui, les gens sont soi-disant ensemble avec le chef, mais ils se détestent. Pourquoi? Mais quel pourrait en être le gain pour le chef? Ils sont ensemble avec lui, mais se détestent. C'est comme ça fonctionne parce qu'il n'y a aucune éducation dans nos formations politiques. Il y a aucune... Vous amenez où cela? Non, aucune éducation. On va en politique, on est dedans, on se déteste, on se regarde. Pour que vous voyez des illustrations, regardez au Mali. L'opposition a une chance historique de gagner les élections, mais je ne veux pas supporter l'autre qui est qualifié, alors que je me dis opposant du régime. Voilà de quoi il s'agit. C'est la même scène? C'est la même scène. Vous voyez au Congo, ils ont eu l'opportunité de gagner les élections. C'est pas évident qu'ils soient ensemble. Et même le camp du président, du simple fait qu'il n'est pas candidat lui-même, il y a déjà des grincements dedans. Rien ne prouve que le président du Parlement va supporter. Vous ramenez la question à celle de l'éthique en politique, c'est cela? Pas l'éthique, non, pas l'éthique. C'est plutôt que les gens comprennent qu'on peut se donner des coups et 5 minutes après, rire ensemble et boire champagne ensemble. Mais il y a trop de rancune en politique. La rancune n'est pas un facteur politique. Tout en regardant dans la même direction, pourquoi être alors rancunier? À qui t'a dit qu'on regarde dans la même direction? Non, on est avec le même patron pour des raisons divergentes. Il y a des gens qui sont avec Patrice Talon parce qu'ils y croient. Il y a des gens qui sont avec Patrice Talon parce qu'ils y gagnent. Il y a des gens qui sont avec Patrice Talon pour éviter la prison. Il y a divers... C'est qu'ils n'ont pas les mêmes motivations. Mais il y a des gens qui se détestent. Vous savez très bien que c'est un regroupement qui n'a pas fonctionné à l'Union fait la nation. Les mêmes se retrouvent aujourd'hui ensemble à supporter Patrice Talon. Ça ne peut pas marcher comme ça. Seulement, le chef de l'État laisse chacun danser sa danse et au finish, il prendra ce qu'il arrange dans ce qui est disponible. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va pas se mêler de ça. Et c'est ça l'erreur que certains, comme Yahi Boni, comme Nicéphore Soglo, et eux ont fait en obligeant tout le monde à être dans le même parti. Et ça crée souvent une cassure parce que les gens sont obligés maintenant de se faire allégeance alors qu'ils se détestent. Voilà de quoi il s'agit. Donc, moi, je pense que là, nous sommes maintenant en train. Et plus nous allons nous approcher des élections législatives, et plus vous allez voir qu'en réalité, ensemble n'est pas c'est-à-dire le mot ensemble ne dit pas la même chose dans la tête de tout le monde, et c'est dans tous les camps, même l'opposition. Vous allez voir, on dit on est ensemble, mais vous allez voir après que les intérêts sont divergents et les gens se détestent. C'est ça. On n'utilise pas ce facteur-là. Les gens se détestent. Quand parfois quelqu'un est en train de parler, tu regardes le visage du président de l'Assemblée nationale, tu vas avoir l'impression que s'il avait un pistolet, il allait le tuer. C'est de la haine sur son visage. Non, il n'est pas la politique ça. On m'insulte, je ris. Oui, c'est ça la politique. On m'insulte, je ris. Parce que je comprends que dans son intérêt actuel, il a besoin de m'insulter. Donc je sais que c'est pas personnel, je sais que c'est pas contre moi. Demain, il va m'applaudir parce que ça l'arrange. Donc évitons de mettre la haine, la rancune dans la politique. J'ai écouté, comment on appelle, image d'archives de Soleil FM où Jacques Ayadi était en train de laver correctement Mbéji, laver correctement telle personne. Vous croyez que après avoir dit ça, il va applaudir Mbéji et s'aligner derrière lui dans un parti politique? C'est pas évident. Donc, il faut que le président n'a pas fait un travail de réconciliation des cœurs autour de lui. Il ne l'a fait peut-être parce que ça l'arrange, mais il faut en tenir compte. La bagarre ne fait que commencer entre les camps de la mouvance. En tout cas, vous l'auriez dit, oui, Ribert, la question est quand même là. 3 blocs, avions-nous dit? Une coalition qu'on n'a pas vu venir, qu'on a sous-estimée et qui prend de l'ampleur, s'impose, fait son chemin. Était-ce encore important de voir des autorités proches du chef de l'État très occupées avec des cahiers de charges comme qu'on est, alors à bourrer le manteau d'acteurs politiques? Ah, mais je pense que oui, puisque il faut partir du départ. Lorsque vous êtes chef de l'État et que vous êtes venu sans être porté directement par un parti politique, vous n'êtes pas un partisan d'un parti politique et que vous devenez chef de l'État, a priori, vous n'avez pas forcément besoin de réunir les gens autour de vous. On a parlé de la rivière avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo, on a parlé de l'UBF avec le général Mathieu Kérékou, on a parlé de l'Union fait la nation avec le président Boni Yahi. Aujourd'hui, il y a plusieurs blocs, des blocs pluriels dans le BMP. Et donc, vous vous rendez compte que, de toutes les manières,
Parce qu'on a, par exemple, un parlement à géométrie variable en tant que chef d'État, même si vous êtes venu sans être porté par un parti politique, vous êtes obligé de fidéliser les acteurs politiques. Or, normalement, dans un pays comme le nôtre, et c'est le même exemple partout autour de nous, où tout est à construire, il doit y avoir des axes principaux autour desquels tout le monde s'entend. Parce que nous avons tout est à construire. On peut parler d'un certain nombre de choses, mais sur les grands axes de développement, comment faire pour que nos enfants puissent aller à l'école, s'instruire? Comment faire pour améliorer notre système de santé? Comment faire pour que les charges de l'État ne pèsent pas sur les plus pauvres? Comment faire en sorte que les besoins fondamentaux soient garantis? Et que pour que cela soit ainsi, que nous puissions relancer comme il le faut notre agriculture, qu'il y ait des voies d'accès pour l'écoulement des produits, qu'il y ait des infrastructures socio-communautaires et qu'on fasse en sorte que le Béninois lambda puisse se sentir bien dans son pays. C'est ça, normalement, ce qui doit être la préoccupation des uns des autres. Mais ce n'est pas le cas. Et à partir de ce moment, ne soyez pas surpris de ce qui se passe. Est-ce vraiment le contraire? Ce que vous dites, est-ce qu'on ne l'exploite pas quand même autrement? Dans le cas d'espèce, on prend par exemple le directeur des travaux publics et des transports, et hier, acteur de la société civile, aujourd'hui directeur, donc avec une casquette d'administratif, mais en plus acteur politique, n'est-ce pas aussi l'occasion pour lui? Peut-être que vous allez déplorer le fait, parce que hier ça a été déploré, se servir de sa casquette administrative pour jouer politiquement, mais n'est-ce pas quand même l'occasion pour lui de pouvoir descendre sur le terrain et excusez, valoriser ce qui est en train d'être fait, mais politiquement? Non, personnellement, je ne dirais pas que le fait que Jacques Ayadi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se retrouve en politique est une mauvaise chose en soi. Non, voilà. Parce que donc ça l'essentiel... répond à votre préoccupation, servir le quotidien des Béninois. Oui, si, il vient d'arriver. On va voir entre le syndicaliste et l'homme politique si c'est la même ligne. Et donc, non, je ne parle pas de lui personnellement en disant qu'il ne devrait pas se retrouver dans la politique. Je pense qu'il a la liberté de le faire, mais le problème est plus profond. C'est-à-dire que si ce dont je parlais tout à l'heure, les intérêts principaux des Béninois étaient la préoccupation des acteurs politiques, vous allez voir qu'on aura moins de partis politiques, on aura beaucoup plus de regroupements. Mais une fois encore, en fait, il faut que cela parte, l'exemple parte du sommet. Alors, oui. Avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui, est-ce la preuve que c'est de plus en plus difficile de rester dans de simples regroupements et atteindre ses objectifs? Ou ce qui arrive parce qu'on n'a pas le choix? Non, actuellement... Je pense qu'il y a une certaine évolution. On a voulu qu'il y ait des regroupements des acteurs politiques. On le fait aujourd'hui juste parce qu'il y a des enjeux, notamment en 2019. Mais progressivement, on y arrivera. Pourquoi? Parce que, à l'allure où vont les choses, si on n'y prend garde, on se retrouvera le dos au mur. Et donc, dans ces conditions, on va se dire, il faut sauver la patrie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire la politique si ce n'est pas pour que le peuple ait de la satisfaction. Et jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Chaque gouvernement qui vient, chaque chef de l'État qui vient, essaye de faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas le faire seul. Il ne peut le faire qu'avec ceux qui sont autour de lui. Et au même moment, il y a le chantage politique de part et d'autre. Dans tout ça, c'est le peuple qui paie. Mais on arrivera un jour où le peuple va prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre et que les acteurs politiques seront bien obligés de jouer le rôle pour lequel ils sont là. De toutes les manières, ça va de l'évolution des choses. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte, même dans les pays qui nous donnaient de leçons, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on se retrouve avec une France, avec le président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui propose à ce que les pays qui vont donner la priorité à la France dans la gestion de leurs ressources minières auront des facilités sur des questions de visa et autres. Et quand nous nous retrouvons du côté de Washington, vous avez un président comme Donald Trump qui dit
c'est d'abord l'Amérique. Nous voulons nous considérer comme une république et non plus comme un empire qui va donner des leçons partout. C'est vrai que nous avons les pays voisins et autres, parce que la diplomatie, c'est aussi ça. Nous sommes regardants là, mais nous ne voulons pas regarder partout. Nous voulons coopérer avec tout le monde et ça peut expliquer la réaction de Washington par rapport, par exemple, à l'élection de c'est de nouvelles Mnangagwa. données qui semblent s'imposer. Mais bien sûr, et qui amènent justement progressivement les acteurs politiques africains et également béninois à changer la donne. Et vous avez vu du côté d'Abidjan comment les choses évoluent. En tout cas, à chaque pays, sa réalité aussi, à chaque continent, la sienne. Il faut savoir faire, comme on le dit, l'adaptation de l'environnement pour ne pas copier et se retrouver dans le décor. Patrick Aman-Pouillon, hier, des acteurs, des directeurs d'entreprises, des ministres en politique, c'est une chose légion. On a cru comprendre que la période est presque révolue. Aujourd'hui, on se rend compte, à quelques mois des prochaines joutes électorales, que la tendance semble revenir progressivement. Impossible de laisser chacun dans son marigot et espérer évoluer politiquement. C'est pas impossible, c'est que l'heure est grave. Grave, dites-vous. Il s'agit. L'heure est grave. De quel point de vue? Les blocs actuels ne rassurent pas le chef de l'État. Les blocs actuels ne rassurent pas le chef d'État quant à leur capacité de conquérir l'électorat. Donc, il faut susciter d'autres forces pour aller à l'assaut de l'électorat. Et comme nous savons que nous avons des lieutenants comme Jacques Ayadji, qui ont été des syndicalistes politiciens dans le temps et qui ont bien parlé et qui peuvent aussi être utiles dans ça à cause de leur poids sur certains médias, de leur poids en termes de capacité d'expression et tout ça. Donc, autant envoyer les soldats pour aller à l'assaut de l'électorat. Voilà de quoi il s'agit. Vous savez qu'aujourd'hui, Jacques Ayadji, la capacité qu'il a de drainer, d'haranguer des foules, il y a beaucoup de vieux briscards de la politique qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, à partir de cet exemple, c'est pas impossible. Ça peut se faire. Mais ça peut se faire si les joueurs qui sont sur le terrain jouent bien. Mais si le joueur ne joue pas bien et que l'entraîneur se retrouve être Didier Deschamps qui a encore la fraîcheur, il peut porter le maillot et monter sur le terrain pour pouvoir jouer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas impossible, mais tenez compte du fait que les élections législatives qui s'annoncent ne s'annoncent pas bien pour le régime. Donc, il faut sortir tout ce qu'on a pour pouvoir y aller. C'est pour ça que vous avez vu le code électoral, tout ça qui s'annonce. Tout ça, c'est parce qu'il y a la peur. Il y a toujours la peur. Malgré tout ce que le régime maîtrise, le régime a toujours peur des élections législatives. Donc, dans ce cas, on sort tout ce qu'on a. Donc, il n'est plus question de rester là pour dire « je suis DG et je parle de temps à autre ». Il faut aller au front. Il faut aller chercher. Il faut aller provoquer. Il faut aller au combat. Or, les autres, vous savez, sont là, en train d'attendre. Le président va nous donner combien pour aller faire campagne? Il va donner quoi? Donc, alors que là, il y a d'autres qui sont prêts à utiliser leurs propres ressources pour aller au front. Vraiment, je crois que tout cela est normal dans une démocratie. C'est normal. Et le plus important, c'est est-ce que ça va marcher? Voilà le plus important. Le plus important, c'est de savoir si ça va marcher. Oui, deux pions stratégiquement positionnés. Un directeur d'une structure, pas des moindres, chacun a dit, mais de l'autre côté, ministère phare. Oui, c'est pas là que tout commence. Le ministère des enseignements maternels et primaires, c'est le numéro 1 de ce département qui s'est jeté à l'eau. Vous l'avez observé, il est parti au niveau du plateau, carrément très technicien monté. Désormais, c'est lui qui est le porte-étendard pour encercler tout le bastion où est le plateau, dit-on, et la formation qui est née, c'est Fendre Irénée, une formation qui porte son nom. Pourquoi un choix comme celui-là? Mais bien entendu, parce que bientôt, il y a les législatives déjà. Et donc, il faut ratisser large. On a un certain Louis Vlavonon déjà là, on a un certain Idi Kolaole qui mouille le maillot et on le voit encore à l'œuvre. Récemment, vous l'avez entendu, il est encore besoin. Abimbola, centriste hier, qui est allé rejoindre désormais l'UN, non, ABT, on peut dire, le douanier qui est dans le Nord Bénin, qui porte aussi très bien le flambeau de la mouvance. Et c'est encore utile d'avoir un Kariman Salim dans ce fleuron-là? Je ne connais pas personnellement la force de frappe du ministre de l'enseignement maternel et primaire, mais ce dont je suis sûr, il ne peut pas se décider d'entrer en politique à quelques mois des législatives sans représenter un poids. Est-ce qu'il compte sur les enseignants?
Est-ce qu'il est fortement implanté dans son plateau natal? De toutes les manières, il ne peut pas prendre ce risque sans représenter une certaine alternative, parce qu'il y a possibilité qu'aujourd'hui, au niveau de la base, qu'on veut en finir avec une certaine routine. Et donc, ce n'est que dans ce sens que ça peut s'expliquer. Et nous sommes au Bénin, et à ce jour, les choses ont évolué de cette manière. C'est des têtes qu'on voit, et si ces têtes ont œuvré à la base pour qu'il y ait un mieux-être, parce qu'on estime qu'au niveau central, tout ne se fait pas. Donc, on compte sur des individualités à un moment donné pour sortir le gain, parce que c'est sérieux. Le ministre se jeter à l'eau par la suite? Ah ben, ça dépend d'eux. De toutes les manières, la bataille sera rude, c'est évident, puisque les législatives de 2019 constituent un scrutin majeur à l'approche de la présidentielle de 2021. Donc, soyez sûrs, les uns et les autres ne se feront pas de cadeaux. Et vous savez bien qu'on est dans un régime, on a beau dire que nous sommes dans un régime présidentiel, on a bien compris avec les différents présidents, en tout cas depuis 1990 où nous avons entamé l'expérience démocratique, on a bien compris que le Parlement joue un rôle important. Et que même s'il arrive que, par exemple, le président du Parlement ne vous soutienne pas pour que vous parveniez au pouvoir, que vous êtes bien obligé de compter avec le perchoir, vous êtes bien obligé de compter avec une certaine majorité pour que votre programme d'action puisse avoir du répondant, puisque c'est eux qui votent les lois, c'est eux également qui contrôlent l'action gouvernementale. Donc, tout ça fait que... Le contrôle de l'Assemblée nationale, oui, Héribert, vous avez raison, c'est bien tout l'enjeu. Mais Patrick Armand-Pognon, ce qui est bien paradoxal, c'est que les législatives, on peut le dire, techniquement, sont bien loin. Les couleurs ne sont pas encore annoncées, on n'est pas officiellement en campagne, mais ça se joue désormais comme si c'est déjà la campagne électorale. Non, c'est l'après-campagne. L'après-campagne. L'après-campagne, c'est-à-dire que d'ici les élections législatives, il y aura des alliances qui vont se faire, se défaire. Donc, vous allez voir des alliances même contre nature. De toutes les façons, le président veut garder sa majorité et même élargir sa majorité. Et donc, il tient compte des réalités de chaque instant. Et donc, ça va bouger encore, ça va bouger davantage. Vous allez avoir des alliances contre nature. Ce n'est pas exclu que des patrons du bloc de la majorité présidentielle fassent alliance avec des groupes de l'opposition. Ce n'est pas exclu aussi que des gens soient élus sur une liste et qu'après les législatives changent encore de camp. Vraiment, c'est une belle merde dans laquelle Dieu seul sait où est-ce que ça va atterrir au Bénin. Oui, aujourd'hui, tout semble se jouer, Héribert, autour de son phare qui intéresse quand même le peuple. On parle actuellement du projet asphaltage qui est en train de connaître sa phase opérationnelle. Ça pourra jouer? Ah, mais de toutes les manières, que le gouvernement soit d'accord ou pas, on se retrouve plus de 2 ans après dans une situation où le peuple estime qu'on parle trop de réformes, mais que concrètement, le panier de la ménagère, l'assiette familiale n'a pas changé. Et que donc le gouvernement est bien conscient de la situation, je suppose, et il est question d'aller au concret maintenant avec les différents chantiers qui ont été ouverts. Sur le plan des infrastructures, il faut y aller également, la cantine scolaire pour les enfants. On veut augmenter le nombre d'établissements également, le nombre d'enfants qui puissent au moins par jour, avant d'aller à la maison et manger, avoir quand même un repas. Ça aussi, c'est important. Mais au-delà, une réforme des microfinances qu'on octroyait aux femmes pour permettre surtout, après cette situation de déguerpissement des femmes, des abords des voies. Cela est également important. Oui, en fait, il faut toujours essayer. C'est celui qui n'essaye pas qui ne peut pas savoir s'il a échoué ou il a gagné. Aujourd'hui, c'est vrai que si on va parler théoriquement, c'est trop peu pour espérer de grands résultats, mais il faut essayer parce que, vous savez aussi, le peuple a une mémoire courte.
aussi. Donc, si vous jouez de la stratégie et que en un temps record, il y a quand même des résultats palpables, les gens se disent, à défaut d'avoir le meilleur, si nous avons déjà quelque chose, comptons sur ce quelque chose. Alors, donc, en politique, il faut toujours essayer de faire ce qu'il faut faire, et surtout lorsque un pays comme le Bénin, lorsque vous êtes à quelques mois et que c'est des élections majeures, comme les élections législatives, il faut que sur le terrain, vous puissiez dire, nous n'avons pas tout fait, nous avons promis des choses, nous avons vu que sur le terrain, il y a eu des difficultés, mais voilà ceci, voilà cela. Patrick Aman-Poyon, oui, là-dessus, à Asfatage, cantine scolaire, le gouvernement est en train de jouer un joker sensible et très important. Oui, c'est pour dire que, 400 millions pour les cantines scolaires. Ah oui. Je crois que c'est pas avec ça qu'on va gagner les élections législatives. Donc 400 millions, je me demande le nombre de familles touchées. C'est pas évident. Asphaltage, je n'ai pas une idée exacte de la taille des chantiers qui ont été lancés. Encore que les chantiers que j'ai vus lancer sont lancés pour 2 ans. Ça veut dire que ce n'est pas... Les gens seront dans la partie critique où on a cassé leur voie, où ils ne peuvent pas circuler au moment où on ira aux élections législatives. Donc, si c'est ça que le gouvernement peut utiliser pour se faire populaire, c'est la partie critique du chantier qui va coïncider avec les élections législatives. Maintenant, si au moins, en tout cas là aussi, si le président lance beaucoup de chantiers, ça veut dire qu'il a changé d'avis, puisqu'il avait dit qu'il s'agissait de maîtriser seulement les opposants, d'avoir les grands électeurs. On n'a pas besoin de travailler pour gagner les élections. Alors si le président commence pas à travailler, ça veut dire qu'il a vu que cette méthode risque de ne pas marcher. Donc bref, dans tous les cas, comme il l'a dit, il faut lancer les chantiers. C'est bon à prendre par la population, mais je crois que nous sommes en train d'aller à une élection où il y a beaucoup de paramètres inconnus, où aucun spécialiste ne peut dire ce qui va se passer aux prochaines élections. On attend de voir. On attend de voir. Là-dessus, l'opposition ne manque pas non plus de jouer sur les données actuelles, sensibles à ce que tout peut arriver. Et c'est des combats de chiffres qui se mènent déjà, à savoir que les montants avancés pour des chantiers, ce n'est pas ce qu'il faut, qu'on est déjà dans l'abus, on est dans l'arbitraire et qu'il faut plus de transparence, donc la reddition de comptes autour de ce qui se fait. Oui, de toutes les manières, que vous dépensez 1000 milliards, 2000 milliards, 5000 milliards, ce n'est pas ce qui concerne le peuple. Et je crois que le gouvernement le sait très bien. Et que ce qui concerne le peuple, est-ce que aujourd'hui, avec beaucoup d'impôts que le peuple estime qu'il paye, est-ce qu'en retour, on a de bonnes voies? Est-ce qu'en retour, les populations qui cultivent, produisent, est-ce qu'ils ont des voies d'accès pour écouler leurs produits? Est-ce que le panier de la ménagère s'améliore? Est-ce que le Béninois lambda se sent plus en sécurité? Est-ce que le Béninois se sent fier de l'être? Pour être fier de l'être, il faut qu'il puisse satisfaire ses besoins fondamentaux. C'est de cela qu'il s'agit. Pour le reste, vous en discutez entre politiciens, mais le Béninois veut voir que sa situation s'est améliorée. Et si on va dire la vérité, de ce point de vue, il y a encore des efforts à faire. Et je suis convaincu que le gouvernement en est conscient. Et que donc, à travers le PAG, il va falloir très rapidement aller dans le concret, parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons tout intérêt à ce que le gouvernement fasse ce qui est possible de faire dans ce premier mandat, qui est le mandat du chef de l'État. Oui, parce que si ce qui doit être fait n'est pas fait, que le président renouvelle son mandat ou pas, celui qui va venir après, ou si c'est toujours le président qui est là, il va falloir reprendre les mêmes choses. Donc, en 30 secondes, vous allez me dire, Ribert, le temps est complètement parti, mais je ne veux pas vous laisser partir sans un mot sur ce qui fait actuellement grand bruit, qui fera objet d'un débat complet dans le tout prochain jour, le lundi, pourquoi pas. Oui, et quel est votre regard par rapport à l'amendement porté au niveau de la commission des lois sur le nouveau code électoral? Très rapidement, et ça va être en plus votre mot de la fin. Vous parlez des 200 millions et des 250 millions qui font beaucoup de bruit. Il paraît que c'est pour assainir.
Non, je pense que ça fait partie de propositions qui permettent d'assainir, mais ça ne suffit pas parce que nous sommes dans un pays en développement et qu'il ne faudrait pas que nous ne sommes pas dans un régime censitaire. Et il va falloir que l'on revoie il y a d'autres mécanismes pour assainir la vie politique. Pour les mois à venir, vous le souhaitez comment? Mais de toutes les manières, je pense qu'il va falloir plus que des mots pour que les uns les autres convainquent le peuple. Merci, plus que des mots. Pour pouvoir convaincre le peuple, et Patrick Aman-Poyon, le débat politique devient de plus en plus très enrichissant, mais aussi plus que tendu. Comment entrevoyez-vous le débat politique dans les tout prochains mois? Et sur la question des millions en jeu... Non, je crois qu'un pauvre ne peut pas être président de la République. Et que 250 millions... Est-ce que le pauvre a quelque chose à apporter pour sa nation? Non, s'il n'a pas pu devenir riche par lui-même, il ne peut pas aider, il ne peut pas devenir riche. Donc, qu'on mette 1 milliard ou 250 millions, ce n'est pas mon problème. Je pense que si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne doit pas aller aux élections. Et que le débat soit plus élevé et que les propositions de loi ne soient pas dirigées contre des individus. Les pays qui l'ont fait ont payé par la suite. Votons des lois impersonnelles pour gagner, pour avancer. C'est ça le plus important. Votons des lois impersonnelles, le plus important, dira Patrick Aman-Poyon. Chers invités, merci pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Heribert Abeladovi, ce fut un plaisir, votre disponibilité, Patrick Aman-Poyon. Merci également à vous, chers téléspectateurs. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Que de plaisir de vous savoir toujours disponible. Je vous laisse en compagnie de cette citation de l'écrivain artiste africain. On ne le cite pas suffisamment assez, mais il a beaucoup apporté. Amadou Kourouma. Il dit: si la hyène est en permanence en éveil, c'est parce qu'elle sait qu'elle a très peu d'amis sincères sur cette terre. À vous de savoir quelle posture faut combien pour aller de l'avant. Tout compte fait, il faut savoir se décider. Pour pouvoir, demain, se suffit. Merci pour votre aimable attention. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. Au revoir.